Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue au Trésor. Le Mali aura dans 12 mois une raffinerie d'or à Sénou, Kankou Moussa, dont la première pierre a été posée par le président de la République par intérim, est financée à hauteur de 30 milliards de francs CFA. Elle aura une capacité de production de 20 tonnes de lingots d'or par mois et son capital sera ouvert au privé malien à hauteur de 20%. C'est une initiative de la Chambre des mines du Mali en collaboration avec la société suisse Bullion Company. Le reportage de Nyanya Alou Traoré. Chose promise, chose due. La pose de la première pierre de la raffinerie d'or Kankou Moussa a effectivement eu lieu en ce 1er mars, seulement après quelques mois de son annonce par le président de la Chambre des mines. Premier du genre au Mali et en Afrique subsaharienne, la raffinerie Kankou Moussa ambitionne d'une part de hisser le Mali à la hauteur des grandes nations industrielles. D'autre part, l'usine permettra à notre pays de consommer de l'or 100% malien. La raffinerie Kankou Moussa sera une des plus importantes entreprises industrielles du Mali et de la sous-région et même du continent dont les Maliens et les Maliennes pourront être fiers. Par ailleurs, le projet Kankou Moussa rapportera un substantiel revenu fiscal et financier à l'État malien qui bénéficiera ainsi de ressources complémentaires stables et pérennes pour l'amélioration de sa capacité d'intervention dans la mise en œuvre de son programme global de développement. La mise en œuvre d'un projet de cette envergure reflète très clairement le sérieux et le dynamisme des opérateurs miniers maliens qui ont si intéressé et convaincre des partenaires étrangers à venir investir dans un pays en crise. La raffinerie Kankou Moussa, ça sera 20 tonnes d'or raffinées par mois, 1000 emplois directs et indirects créés, 20% de son capital est réservé au privé malien et cerise sur le gâteau, les lingots d'or seront frappés de l'effigie de l'empereur manding Kankou Moussa. Autant d'honneur et d'attention qui feront dire au président de la République par intérim, professeur Djankou Traoré, toute sa fierté et sa reconnaissance, surtout en ce moment crucial de notre histoire. Deux sentiments m'animent essentiellement. Le premier, c'est de constater que on fait encore confiance au Mali dans le monde et que les Maliens eux-mêmes ont confiance en eux-mêmes. Je voudrais remercier ceux qui nous font confiance et qui font le pari du Mali de demain. Le deuxième sentiment qui m'anime, c'est certainement un sentiment qui anime toute Malienne et tout Malien. Vous savez que les Maliens se sont souvent posé la question, tout cet or qui recèle notre sous-sol, en quoi ils profitent? Mais je crois que cette raffinerie sera déjà un premier pas dans la maîtrise de nos produits du sous-sol et dans le bénéfice que nous pouvons en tirer. Et j'espère que ce sera également le prélude d'une très longue et très grande aventure. Ça, c'est une raffinerie pour l'or. J'espère qu'il y aura encore beaucoup d'autres raffineries. Signalons que la raffinerie Kankou Moussa est une coopération Chambre des mines du Mali, Swiss Bullion Company. Sa mise en œuvre coûtera environ 30 milliards de francs CFA. Du point de vue architectural, l'édifice sera doté d'équipements ultramodernes et sortira de terre dans les 12 mois à venir. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF au Mali, évalue le bilan de sa mission au Mali, bilan qui fait ressortir des séries de rencontres avec les institutions de la République, la société civile, les partenaires techniques et financiers et une trentaine de partis politiques. Cette mission, qui fait suite à la rencontre du Premier ministre Django Sissoko avec le secrétaire général de l'organisation la semaine dernière, a pu recenser les différentes préoccupations des autorités maliennes. La conférence de presse a été suivie par Fin de mission pour la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie au Mali, une mission qui fait suite à la visite du Premier ministre malien au secrétaire général de l'organisation qui a tout de suite dépêché des experts techniques et politiques pour recenser les besoins des autorités maliennes. C'était une mission d'information et de contact qui avait pour but d'abord de prendre contact avec
les plus hautes autorités du pays, avec les responsables des institutions, avec la classe politique, avec également la société civile et les partenaires internationaux. De cette mission qui prépare également les interventions futures de l'Organisation internationale de la francophonie au Mali, le ressort que les principales préoccupations du moment concernent la mise en œuvre de la feuille de route, l'organisation d'élections crédibles et transparentes et la création d'un comité de dialogue et de réconciliation. Pour nous, cette feuille de route est particulièrement importante pour la sortie de crise et également pour définir un peu ce que l'OIF peut faire. L'OIF a des réseaux d'experts qui peuvent être mobilisés pour appuyer la mise en œuvre de cette feuille de route, que ce soit au niveau des élections, enfin du processus électoral, au niveau du dialogue et de la réconciliation, au niveau de la justice ou des droits de l'homme. En tout cas, selon le chef de la délégation, le Mali, en tant qu'État membre et vu les objectifs de l'Organisation internationale de la francophonie, peut compter sur l'accompagnement technique de l'organisation en ce qui concerne l'atteinte des objectifs de la transition. Et nous revenons sur la visite du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Manga Dambélé s'est rendu jeudi dans 4 radios de la place et à l'URTEL. Objectif, encourager les responsables des structures visitées à faire preuve de professionnalisme et de patriotisme en cette période de crise. Une visite qui a été suivie par Ndei Sissoko. C'est par la radio Benkan, une radio associative, que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a commencé sa tournée dans des médias privés de Bamako. Manga Dambélé a également été dans une radio qui utilise à 90% le numérique, la radio Clédou. La 3e station visitée, La Voix des Jeunes, a pour mission de sensibiliser les jeunes sur des questions d'actualité. Quant à la 4e, la radio Guintan, elle donne la part belle aux femmes. Les responsables des différentes radios ont salué la peine que s'est donnée le ministre en venant dans leurs locaux. Cette visite veut dire tout simplement que nous ne sommes pas seuls, que quelque part le département pense à nous et ça nous encourage à œuvrer davantage. Les fidèles auditeurs de la radio Clédou et ceux de la radio Guintan ont pu également écouter en direct le ministre Dambélé lors de son passage. Oh, merci beaucoup. J'ai un mot. Au siège de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, c'est une rencontre d'échange qui a eu lieu entre le ministre et les responsables de la structure. Une rencontre qui s'est déroulée dans la cour aménagée pour cause de coupure d'électricité. Y ont pris part une quinzaine de directeurs de radios privées de Bamako. Occasion pour le directeur de l'URTEL de remettre la liste actualisée de 302 radios privées du Mali au ministre et de lui faire part de ses préoccupations. Il s'agit vraiment de tenir compte de la situation dans laquelle vivent beaucoup de radios et particulièrement même des radios du Nord qui ont subi vraiment la crise, les dommages techniques que les radios ont subis, les dommages physiques, psychologiques que les travailleurs des radios ont subis. Nous avons aussi soumis à Monsieur le ministre notre attente par rapport à l'appui à l'URTEL pour sa mission d'accompagnement des radios et aussi l'implication de gestion de la transition. De son côté, le ministre Dambélé a insisté sur le Les radios ont le devoir de cultiver la paix, de cultiver l'entente, de cultiver le patriotisme, le civisme. Pour à souder les populations. Pour Manga par le ministère de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales. La conférence qui entre dans le cadre des activités de la Journée internationale des langues maternelles vise à cultiver la paix par le biais de la promotion de nos langues. Là-dessus, le point c'est avec Cheikh Oumar Sangari. Au centre des débats, la promotion de nos langues, leur utilisation comme médium d'enseignement et autres éditions dans nos langues. Le thème retenu cette année est évocateur. Nous sommes dans une période critique, très critique de notre existence. Donc, culture de la paix qui va rimer avec multilinguisme, ça fait deux thèmes vraiment dont le contenu est parlant. Le Mali a été
de tout le temps un pays multilingue. Donc, mais ces langues cohabitent ensemble sans poser de problème aux populations qui les parlent. Cette conférence débat se situe dans le cadre des activités commémoratives de la Journée internationale des langues maternelles. L'initiative de l'UNESCO d'instaurer une telle journée cadre avec la politique malienne en la matière. L'UNESCO, en instituant le 21 février de chaque année, Journée internationale de la langue maternelle, pour sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur l'importance de la langue maternelle, promouvoir la diversité linguistique et l'éducation bilingue, conforte le Mali dans sa politique de promotion des langues nationales. La dotation de nos langues en alphabet et règles de transcription, la création d'une direction nationale et d'une académie des langues nationales et l'élaboration d'une politique linguistique traduisent la volonté de notre pays à faire des langues nationales un levier de développement et de paix. Une autre conférence, celle avec la presse initiée par le Bloc populaire pacifique pour la réunification entière du Mali, conférence au cours de laquelle le Bloc a fait connaître sa vision de la crise. Al-Jumatina nous donne les précisions. Le Bloc d'intervention populaire et pacifique pour la réunification entière du Mali, Biprem Fasoko, s'est dit soucieux de la situation qui prévaut au Nord Mali. Il a fait savoir cela à la suite d'une rencontre avec la presse. À travers cette tribune, le Biprem Fasoko entend éclairer l'opinion nationale et internationale sur sa vision et son approche sur la crise. Le but de la création du Biprem, ce n'est pas seulement pour aller mettre fin à la guerre, mais aussi pour tout faire afin que, au Mali, dans sa totalité, nous ayons une nouvelle approche au niveau de la société civile, au niveau de la presse, en un mot, au niveau de la communication. Au menu de ce point de presse, la non-présence de l'armée malienne à Kidal, ce qui semble incompréhensible pour le Biprem Fasoko. La terre de Kidal est malienne et doit le rester. Le Mali sans Kidal n'est plus le Mali. L'intégrité territoriale ne peut être partielle, elle est totale. En donnant la parole aux hommes de presse, ceux-ci ont posé des questions relatives à plusieurs points. Le report des élections, la véracité des sources auxquelles ils font allusion entre autres, et aux conférenciers d'apporter des éclairages à ces préoccupations. À Ségou, l'hôpital Nianankoro Fomba vient de recevoir des matériels et équipements médicaux. À travers ce don, l'ONG Save the Children et le réseau des communicateurs traditionnels entendent promouvoir les soins de santé en faveur des populations déplacées. La cérémonie de remise officielle s'est déroulée hier en présence de l'ensemble des autorités de la région. Et c'est ce que nous dit un de nos correspondants à Ségou, Kandesila. Ces matériels et équipements médicaux reçus des mains du gouverneur de la région au profit de l'hôpital régional de Ségou est une initiative conjointe de l'ONG Save the Children et du réseau des communicateurs traditionnels. Le kit est essentiellement composé de matériel d'accouchement, de boîtes de pansements et autres aspirateurs. Le don vient appuyer les efforts des autorités dans la prise en charge des populations déplacées. Ce projet qui intervient dans le district sanitaire des Gao Mopti et Ségou vise à répondre aux besoins sanitaires des populations de cette localité et à permettre aux enfants vulnérables d'aller à l'école. Nous invitons toute la population, surtout nos parents déplacés qui sont chez nous. Nous les invitons à se faire régulièrement visiter à l'hôpital et dans les centres de santé. Les médicaments sont là, le matériel est là, les appuis sont là. La cérémonie qui a enregistré la présence de l'ensemble des autorités de la région a été une occasion pour le gouverneur de Ségou, Thierno Bouakar Sissé, de saluer ce partenariat naissant entre les deux structures. Notons que cette activité, couplée à une caravane humanitaire et de sensibilisation, annonce d'autres que les caravaniers entendent mener dans la région, dont des campagnes médiatiques et des visites à domicile pour améliorer l'accès des populations aux soins de santé essentiels. Actualité africaine, et nous parlons de détournement de fonds au Sénégal. Le conseiller de l'ancien président a été inculpé et écroué. L'Égypte avec ses vagues de contestation, les Égyptiens qui manifestent avec des masques de carnaval. Mais nous rendons hommage d'abord aux Tchadiens qui, tombés sur le champ de l'honneur, ils ont été décorés à titre posthume. Sur l'aéroport de N'Djamena,
Les 25 cercueils des soldats tués lors des opérations au Nord-Mali sont portés par leurs camarades. Devant les officiels, le président Idriss Déby Itno les a décorés à titre posthume, rappelant leur sacrifice. En cette journée de deuil national, il a également appelé les forces ouest-africaines à accélérer leur déploiement et venir renforcer la coalition composée des troupes maliennes, tchadiennes et françaises qui pourchassent les groupes islamistes. Thierno Ousmane Sy, conseiller de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade, a passé mercredi sa première nuit en prison. Il a été inculpé et écroué pour détournement de deniers publics lors de la vente en 2007 d'une licence de téléphonie mobile au groupe soudanais Soudatel. Le montant du détournement avoisinerait les 24 millions de dollars. Cette affaire survient alors que la justice sénégalaise mène des enquêtes visant plusieurs dignitaires de l'ancien régime, dont le fils de l'ancien président, à qui la justice a interdit de quitter le pays. Déguisés en frères musulmans ou en Mickey, quelques dizaines d'Égyptiens se sont rassemblés jeudi devant le quartier général des frères musulmans au Caire pour une interprétation du buzz planétaire Harlem Shake. Les danseurs scandaient « Abba le guide » en référence au chef suprême des frères musulmans qui, pour eux, est le vrai patron du pays. Sous ces airs festifs et ces masques de carnaval, ils ont promis de poursuivre la révolution. Et c'est le Mali tout entier qui est reconnaissant envers les Tchadiens et rend hommage à ces braves soldats. Toutes nos condoléances. Un tour au FESPACO à Ouagadougou. Le format 35 minutes exclut certains films de la compétition. Le grand Pilapi du réalisateur Zézé Gamboa en a fait les frais. Vu le long processus de dédouanement de ce support de diffusion, certains réalisateurs ont choisi le numérique. Une cassette semi-professionnelle, support de diffusion d'un film en compétition officielle au FESPACO. Une infraction à la règle qui impose une pellicule de 35 mm. Le grand Kilapi de l'Angolais Zézé Gamboa risque donc d'être exclu de la compétition. Aux grandes dames de ses amis réalisateurs, venus le féliciter après sa projection. Ton film est très beau. Je suis désolé, c'est un film. Depuis que j'ai commencé à voir ici, c'est des rares films très impressionnants. Le grand Kilapi de Zézé Gamboa, l'histoire bien ficelée d'un arnaqueur au grand cœur à l'époque coloniale. Un escroc, héros national. Déjà sélectionné en 2001, Zézé Gamboa conteste cette année la règle du 35 mm. Parce qu'elle induit un long processus de dédouanement et parce qu'elle menace d'exclusion un film de Guinée-Bissau, un du Mozambique et de d'Angola. Des pays jusque-là absents ou peu présentés au FESPACO. C'était impressionnant dans la mesure que c'est pour la première fois qu'il avait 4 films lusophones. Et bon, on risque de ne pas avoir aucun. Les exploitants de salles sont du côté de ceux qui contestent le 35. Parce que la copie renchérit les coûts de production de 40 000 € en moyenne et tourner en 35 coûte 5 fois plus cher qu'en numérique. Le FESPACO est conscient qu'il n'aura plus assez de films en 35 mm. Aujourd'hui, il y a combien de réalisateurs burkinabés qui ont pu mettre leurs films sur 35 mm? Outre les organisateurs du FESPACO, les projectionnistes défendent le 35. Leur métier est en danger, leur savoir-faire devient désuet. Lorsque vous diffusez une bobine 35, vous ne voyez pas de points, c'est pas perceptible sur l'écran. Mais par contre, lorsque c'est des DVD, vous êtes plus proche de l'écran, vous voyez des petits pigments sur l'écran. Donc il y a une différence de qualité? Absolument. Une pétition a circulé pendant le festival appelant à la fin de la distinction entre le 35 et les autres formats. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens, dont moi, qui font des films en numérique. C'est aussi le nouveau souffle du cinéma, pas seulement africain, mais du cinéma indépendant d'une manière générale. Le jury de l'édition reste quand le film n'est pas en 35.